Rebonjour à tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir de retrouver nos chers apprenants de Force M, mais aussi les amis et collaborateurs, donc Babacar Top et toute l'équipe de Force N qui assure en tout cas la coordination afin donc de bien dérouler ces sessions-là d'accompagnement qui portent sur le projet professionnel, la personnalité, l'entretien d'embauche, le recrutement, etc. Donc, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'animer, en tout cas, cette thématique, cette session qui porte sur la thématique les connaissances clés, connaissances des clés de succès d'un entretien d'embauche. Parce que tout simplement, l'entretien d'embauche, ce n'est pas comme les autres épreuves. En général, vous allez entendre les gens dire, après juste l'entretien, il a réussi son entretien ou bien il a échoué son entretien. Donc, c'est dire que dans l'entretien, donc on ne peut pas tout prévoir, mais quand même, il y a des stratégies, il y a des techniques quand même qu'il faut savoir impérativement pour augmenter ses chances de succès. Et voilà un peu, ce sont ces aspects-là que nous allons partager aujourd'hui, basés en tout cas sur une expérience que j'ai vécue en tant que recruteur, en tant que psychologue conseiller, ayant participé à pas mal donc, de jurys de recrutement. Alors, pour le plan aujourd'hui, on va développer 3 séquences. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir très sommairement sur les différents types d'entretien d'embauche. Parce que là aussi, c'est important parce que beaucoup de jeunes, quand même, ne peuvent pas distinguer les différents types d'entretien. Ils pensent que quand on dit d'entretien d'embauche, c'est un type d'entretien pour toutes les situations, pour toutes les organisations, pour tous les contextes et pour toutes les entreprises, alors que ce n'est pas le cas. Alors, le deuxième point, attendez, je vais prendre le souvenir. Voilà. Alors, donc, le deuxième point, nous allons parler des étapes d'un entretien d'embauche. Dans un entretien d'embauche, il y a des étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape. C'est important, nous allons revenir très sommairement sur ça. Et en troisième lieu, nous allons partager avec vous sur les aspects de la communication verbale et non verbale. Et ça, c'est très important. Et c'est des aspects, en tout cas, qui peuvent faire la différence. Donc, pour la présentation, je pense que je ne vais pas revenir sur ça. Je voulais partager avec vous 5 bonnes raisons de se préparer à l'entretien d'embauche et de suivre cette session avec vous. Alors, premièrement, beaucoup de jeunes n'ont jamais eu l'occasion de se présenter à un entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que l'entretien d'embauche, ce n'est pas un module, ce n'est pas une matière qu'on enseigne au collège, au lycée ou dans les universités en général. En général, vous allez faire droit, vous allez faire, c'est pas moi, sociologie, vous allez faire informatique, etc. Vous terminez, vous avez votre diplôme, mais on ne vous a jamais fait un module sur comment se présenter à un entretien d'embauche. Donc, voilà une raison qui peut justifier, en tout cas, le fait de dérouler ce module. Deuxième raison, c'est que beaucoup de jeunes ou travailleurs ont déjà échoué à l'entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà participé à des entretiens, soit c'est des recrutements, c'est des recrutements au niveau donc, des examens, des concours d'État, etc. Le concours de recrutement des élèves maîtres, le concours de l'ENA, le concours de la magistrature, le concours d'entrée dans les centres sectoriels, ou bien même quelquefois, vous avez déposé votre CV dans une entreprise, on vous convainc, vous faites un entretien, mais après, on ne vous rappelle pas, ça veut dire que on n'avait pas été retenu, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont échoué l'entretien dans un entretien d'embauche, mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est important, aujourd'hui, on va revenir sur ça. Alors, troisième raison, c'est que les jeunes développent beaucoup de préjugés sur l'entretien, ce qui accentue la peur, le stress et la probabilité d'échouer. Parce qu'avant même de s'engager dans la bataille, ils vont se dire, ah, l'entretien, je sais que je vais échouer. Ça n'a jamais été mon fort. Les gens vont me massacrer. C'est des gens méchants qui sont là-bas. Ils ne tolèrent rien. Et voilà, donc ça, c'est des préjugés. Et quand vous mettez ces préjugés-là dans votre tête, avant même de vous présenter devant les jurys, ça veut dire que vous accentuez votre niveau de stress. Et plus le niveau de stress est élevé, plus la probabilité d'échec au moment de l'entretien également est élevée. Quatrième raison, personne ne peut échapper aujourd'hui à un entretien d'embauche. Ça veut dire que
Vous allez voir des gens qui, durant tout leur parcours scolaire, ils vont tout faire pour ne pas prendre la parole en public. Au lycée, quand on leur demande de faire des exposés, ils peuvent participer à la préparation de l'exposé. Mais le jour de l'exposé, ils font tout pour s'absenter ou bien pour trouver une maladie, quelque chose comme ça. Ouais, parce que c'est des gens qui ont la phobie de parler en public, de prendre la parole devant un jury. Ouais. Or, aujourd'hui, on ne peut pas échapper à l'entretien d'embauche. Vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes obligé de faire des entretiens d'embauche. Vous êtes un travailleur déjà dans une entreprise, vous êtes obligé de faire des entretiens parce que chaque année, vous faites des entretiens d'évaluation. Ou bien si vous voulez passer donc du poste d'employé simple à un poste de manager ou de chef d'équipe, quelquefois le boss vous demande de venir tenir un entretien. Ouais. Si vous êtes également un manager, également, avant d'être recruté ou positionné, quelquefois on vous demande de faire des entretiens avec le boss. Donc, on ne peut pas échapper aujourd'hui à l'entretien d'embauche. L'entretien fait partie désormais du processus de recrutement des écoles, de l'État et des entreprises. Et cinquième raison, c'est que la conduite à tenir dans un entretien d'embauche ne s'enseigne pas à l'école, ni à l'université, ni dans les entreprises. Donc, ça, c'est l'impression que j'ai évoquée tout à l'heure. Et pour toutes ces raisons, je pense que c'est important aujourd'hui de suivre cette session attentivement et de poser le maximum de questions pour qu'on puisse partager notre expérience. Alors, pour les enjeux de l'entretien d'embauche, l'erreur que beaucoup de candidats font, c'est de penser que la préparation de l'entretien d'embauche doit se concentrer exclusivement sur le candidat, la préparation du candidat. Et d'oublier que dans la préparation, il faut essayer également de connaître votre vis-à-vis, les recruteurs, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent de vous et comment ils se comportent. C'est très important parce que les recruteurs, ils font tout pour vous connaître, mais vous aussi, avant de se présenter à l'entretien, faites au moins l'effort de se dire, mais dans le jury, il y a qui et qui et qui. Mais parmi ces gens-là, qu'est-ce qui les intéresse? Et si vous posez ces questions, là, vous avez commencé quand même à vous mettre quand même dans le bain. Donc, le recruteur, lui, ce qui l'intéresse, le recruteur, le jury, ce qui l'intéresse, c'est de vérifier l'adéquation entre votre profil et celui du poste. Vous avez demandé à être recruté comme informaticien, comme infographe, comme web designer, etc. Ils ont votre CV, vous avez le diplôme, tout ça, c'est OK. Mais à l'entretien, face à face, ils essaient de voir est-ce qu'il y a une adéquation entre toi et le poste que tu veux occuper. Ensuite, quand vous avez déposé votre candidature, ils ont certainement eu votre CV, etc. Mais si tout le monde sait que dans le CV, on ne peut pas tout mettre. Donc, pour avoir certaines informations, des détails, au moment de l'entretien, il faut tout faire pour creuser davantage et pour poser davantage de questions sur ce que vous avez écrit sur votre CV ou sur votre lettre de motivation. Mais l'entretien aussi, pour le recruteur, ça permet également de découvrir la personnalité du candidat ainsi que ses valeurs, ce qui compte pour toi, au-delà de la qualification du diplôme. Il faut savoir quel genre de personne tu es. Et ils vont te tester sur ça. Et en dernier lieu, le jury également veut savoir votre motivation. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir entrer dans l'entreprise? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir entrer dans l'école? C'est important. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas quelque chose à faire? Est-ce que parce que peut-être tu as joué quelque part? Est-ce que c'est parce que tes parents qui t'ont forcé? Tout ça, c'est important. Ils veulent savoir tes motivations. Est-ce que c'est une motivation interne ou bien c'est une motivation externe? Maintenant, l'enjeu maintenant pour le candidat, c'est quoi? Pour vous maintenant, l'entretien d'embauche, c'est de présenter à un futur employeur et de se faire connaître. L'entretien, c'est une occasion pour vous de vous faire connaître. Donc, quand on vous donne la parole, vous devez bien l'utiliser pour mieux se faire connaître. C'est pour montrer son intérêt pour le poste proposé et décrire la façon dont vous l'avez compris. Et toujours pour vous, c'est de conforter l'impression positive que vous avez su éveiller chez le recruteur, parce que si on vous convoque à l'entretien, c'est parce qu'on pense que sur la base de votre CV, vous avez un potentiel et vous devez pouvoir faire l'affaire. Maintenant, c'est au moment de l'entretien qu'il faut prouver ça. Ensuite, l'entretien vous permet de convaincre le recruteur de vous embaucher.
convaincre aussi, ça, c'est des arguments, il faut les faire avec des arguments. Rencontrer votre futur employeur et le contexte professionnel. Parce que si c'est une entreprise et qu'on vous convoque en entretien dans la même entreprise, rien que le fait de mettre les pieds dans l'entreprise, ça vous donne une idée sur là où vous voulez travailler et c'est important. C'est important. Donc, s'assurer que la mission correspond à ses attentes. Ensuite, c'est l'occasion pour toi de s'assurer que ce qu'ils avaient écrit sur l'appel à candidature, ça correspond à vos attentes, à ce que tu veux réellement faire. Ensuite, l'entretien permet de décider si on maintient ou non sa candidature. Donc, quand tu fais l'entretien, c'est le moment de poser certaines questions qui n'apparaissent pas dans l'appel à candidature liées, par exemple, au salaire, aux heures de travail, aux horaires de travail, aux avantages, etc. Et en fonction des réponses que vous allez recueillir, vous allez maintenant prendre votre décision. Et vous avez vu tout à l'heure, à travers l'extrait qu'on a visionné, qu'à la fin de l'entretien, le gars, il a pris la décision de ne pas s'engager. Pourquoi? Parce que c'était un stage non payant, alors que lui, il a besoin de l'argent. Donc, à la fin de l'entretien, vous allez avoir suffisamment d'informations pour savoir si vous allez vous engager ou pas. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure pour dire que vous devez connaître l'équipe de recruteurs. Eh bien, l'équipe de recruteurs en général, le candidat, il est là, l'équipe de recruteurs, il est là. En général, qui ils sont? En général, il y a le responsable des ressources humaines de l'entreprise, il y a votre futur responsable hiérarchique. Ça veut dire que si vous devez être recruté comme infographe, il y a peut-être le chef du département marketing, c'est pas ma communication de l'entreprise qui sera également dans le jury. Et eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est de voir est-ce que vous avez les compétences techniques, est-ce que vous avez un parcours, une expérience, est-ce que vous savez travailler en équipe? Parce que peut-être vous allez intégrer donc une équipe, est-ce que tu sais collaborer, tout ça? Est-ce que tu seras disponible pour travailler avec eux? Est-ce que tu n'as pas d'autres jobs, etc. Et tout ça, c'est ça qui les intéresse. Mais sachez que vous avez le responsable des RH et votre futur supérieur hiérarchique. Ensuite, vous avez également le chef de service ou de l'entreprise, le boss, le propriétaire de l'entreprise, qui sera en général dans le jury. Pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéresse, il veut savoir est-ce que tes valeurs, toi, correspondent aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que tu vas apporter quelque chose à l'entreprise, on appelle la valeur ajoutée? Et sur le plan de la masse salariale, si on te recrute, il va calculer votre salaire cumulé pendant un an pour voir est-ce qu'il va pouvoir supporter ça. Ouais, et ça c'est important pour lui. C'est pourquoi, en général, ils sont dans les jurys de recrutement. Et en dernier lieu, il y a aussi les psychologues ou bien un consultant externe. Parce que cette personne-là, il ne connaît pas les membres les travailleurs de l'entreprise, il ne connaît pas le candidat et lui, il est libre de donner son opinion. Et en général, si c'est un psychologue, il regarde les aspects liés à la personnalité professionnelle. Est-ce que la personnalité que tu as colle avec le métier que tu vas exercer? Il regarde votre potentiel de développement pour dire que, bon, c'est vrai qu'il y a moyen, mais cette personne-là, si vous l'encadrez pendant 2 ans, 3 ans, vous aurez un excellent employé. On appelle ça la marge de progression dans le domaine donc, du profiling. Ensuite, le psychologue regarde également votre motivation. Est-ce que vous êtes quelqu'un de motivé ou bien est-ce que vous avez juste déposé circonstances? Donc, à la fin donc, de cette séance, vous allez maîtriser les compétences clés pour augmenter vos chances de réussir dans un entretien d'embauche. Alors, donc, vous avez vu tout à l'heure que la vidéo que vous avez visionnée, tout ça, c'est des photos qui vont illustrer un peu les différentes phases. On a vu l'entrée du candidat, son face à face avec le jury. Là, on voit numéro 3, on voit le regard. Et le regard parle, quand je parlais tout à l'heure de communication non verbale, rien qu'à travers le regard, on peut lire des choses. Et vous avez vu ça également en position debout. Tout ça, c'est à analyser. Est-ce qu'un candidat peut se permettre donc de faire ça? Et ça, c'est avant. Si vous regardez le film en tant que tel, ça, c'est quand il a démarché le responsable des ressources humaines pour lui dire que est-ce que tu peux m'arranger un entretien avec ton boss parce que je vais intégrer votre boîte. Et là, c'est après avoir été recruté dans son poste de travail. Et toutes ces images-là parlent et ceux qui ont
envie, en tout cas, de revisionner la vidéo, vous avez le lien YouTube sur le chat. Après, à la fin, donc, vous pouvez visionner pour voir davantage. Alors, nous allons sommairement partager avec vous sur les différents types d'entretien. Parce qu'il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs et c'est important. Mais on ne va pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les entretiens de face à face. C'est le plus connu. Le candidat est en face avec plusieurs personnes. Entretien de face à face. Après ça, les jurys d'examen et les jurys de concours. Il y a ce qu'on appelle les entretiens en tête-à-tête. Le candidat est en face à face avec son employeur. Par exemple, vous avez déposé votre lettre de motivation, votre CV dans une entreprise et un jour, le DRH vous appelle. Oui, Moussa, comment vous allez? Ça va? Vous aviez déposé un CV ici. Est-ce que tu peux passer me voir? Et quand tu viens, il te dit, prenez une chaise et il est en train de discuter avec toi. Là, on appelle ça entretien en tête-à-tête. Il peut recruter directement et c'est des choses qui arrivent. Donc, le DRH reçoit dans son bureau un commandeur. Il y a ce qu'on appelle l'entretien à la chaîne. L'entretien à la chaîne, c'est quoi? Le candidat est reçu plusieurs fois en entretien avec des jurys différents pour le même poste. C'est-à-dire que vous avez déposé pour le poste de manager d'une grande entreprise et l'entreprise veut s'assurer qu'il va recruter la bonne personne. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous convoquer en entretien le lundi, le mardi et le mercredi. Le lundi, tu viens, tu fais un entretien de 30 minutes avec un jury. Le mardi, tu viens, tu fais un entretien avec un autre jury. Le mercredi, tu viens, tu fais un entretien avec un autre jury différent des deux premiers. Et à la fin, les trois jurys vont donner leurs notes et on va faire le cumul pour diviser et avoir la moyenne. On appelle ça l'entretien à la chaîne et ça existe. Il y a ce qu'on appelle les entretiens collectifs. Les entretiens collectifs, c'est quoi? C'est que plusieurs candidats sont reçus en même temps dans une même salle pour débattre sur une thématique ou des jeux de rôle. Par exemple, si on veut recruter, par exemple, des commerciaux, des gens qui sont dans le marketing, qui doivent utiliser quand même l'art de convaincre, et vous 5 à être présélectionnés. Tous les 5, on vous convoque le jeudi à 10h. Jeudi à 10h, vous venez, vous pensez qu'on va vous prendre un par un. Vous dites, tous les 5, vous venez, voilà, on vous donne un sujet, je ne sais pas moi, des gens entre Orange, Money et Wave. Force et faiblesse de Orange Money et de Wave. Point. On vous dit, monsieur, donc vous avez 30 minutes pour débattre. Et eux, ils sont là-bas derrière pour vous écouter. Voilà. Donc, et là, vous allez voir que les recruteurs, ils ont leur grille maintenant pour voir. Et là aussi, vous allez voir que quand tu monopolises trop la parole, ça veut dire que tu n'es pas bon. Quand tu ne parles pas du tout, c'est pas bon. Et quand tu parles aussi, il y a une manière également de respecter les points de vue des autres. Et c'est ça qui est le plus recherché, la capacité à collaborer, à convaincre et à accepter la contradiction. Donc, l'entretien collectif, ça arrive et beaucoup de candidats quand même ne savent pas que c'est une réalité aujourd'hui sur le marché. Il y a ce qu'on appelle la mise en situation de travail réel ou simulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat occupe temporairement le poste de travail avec des consignes précises. Je donne un exemple. On veut recruter un infographe. Vous avez déposé votre CV et dans votre CV, il apparaît que vous avez le diplôme en infographie au niveau de, je sais pas moi, du programme Force N, etc., ou bien de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, etc. Tiens, c'est bien, on vous convoque dans l'entreprise, vous venez le jeudi 10h, et 10h, tac, on vous donne un ordinateur, on vous donne un bureau, et on vous dit, monsieur, proposez-nous un logo qui reflète le slogan Jubal Jubanti. Donc, vous avez toute la journée, on vous met des salles de café, quelque chose comme ça, et on vous laisse. Et eux, ils continuent leur travail. Donc, après 10h jusqu'à 17h, ils viennent, mais est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu as proposé? Et là, c'est à toi de proposer et d'expliquer les couleurs, ça signifie quoi? Ouais, peut-être si vous avez utilisé des objets, si vous avez utilisé des images, tout ça, pour les convaincre. Et à partir de ce moment, est-ce qu'ils ont vraiment un infographe prêt à travailler? Et ça, on appelle ça la mise en situation simulée au réel. C'est très utilisé par les Allemands et les Américains. Il y a ce qu'on appelle l'entretien par visioconférence. Le candidat fait face à un jury à travers un ordinateur, une tablette ou bien un smartphone.
lors d'un entretien en visioconférence, la forme compte autant que le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déposé, on vous envoie le lien et on vous dit, nous allons faire l'entretien à partir de telle heure. Donc là aussi, il faut savoir d'avoir un matériel adapté, de la connectivité, s'informer sur les changements de fuseau horaire, tester le matériel à l'avance et trouver également un rythme adapté. Parce que quand tu parles en visioconférence, le débit de langage ne doit pas être trop rapide. Donc, tu dois parler de manière très posée et c'est très important. Il y a ce qu'on appelle l'entretien téléphonique. L'entretien téléphonique, c'est quoi? C'est que c'est juste très souvent pour faire la présélection. Vous aviez déposé, vous êtes une dizaine de personnes, eux, ils ont besoin de 2 personnes. Vous voyez, donc ils vont prendre les 5, pensant que sur ces 5 ans, ils peuvent trouver les qui. Après, ils vous appellent au téléphone. Votre téléphone sonne. Moussa, oui, comment tu vas? Ça va très bien. Vous avez déposé votre CV. Oui. Ça va bien. Donc, je voulais juste partager avec vous. Vous écoutez davantage. Vous dites, ah non, je peux me déplacer, je peux venir. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour 2 minutes. Il me pose quelques questions. Donc, oui, merci. Après, on va vous rappeler aux besoins. Ça, c'est l'entretien téléphonique. Ensuite, ce qu'il faut, le point sur lequel on va terminer, c'est l'entretien en plusieurs langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait quand même que l'anglais est très demandé. Pour beaucoup de postes, l'anglais est très demandé. Donc, il peut arriver que vous venez pour faire un entretien en français, mais vous faites une partie en français et vous pensez que c'est terminé. On vous dit maintenant, monsieur, on va prendre maintenant 10 minutes pour faire un petit entretien en anglais. Ouais, c'est pourquoi il faut se préparer à la maîtrise de l'anglais, surtout lorsqu'on est dans des domaines liés à l'informatique et au digital. Ça, c'est une donnée incontournable et on n'a pas le choix. Si vous maîtrisez que le français, ça veut dire que vous perdez une bonne part du marché et d'opportunités donc sur le monde du travail. Alors, nous allons maintenant attaquer la deuxième séquence, les étapes d'un entretien d'embauche ou de recrutement. Globalement, il y a 3 étapes qu'il faut retenir. Il y a la partie qu'on appelle l'accueil et la prise de contact, c'est très important. Et il y a la partie des échanges sur le sujet. Là, c'est une autre étape. Par exemple, il y a des entretiens où on vous donne un sujet à l'avance et on vous donne le temps de préparer et vous venez vous exposer. C'est des étapes. Pour d'autres entretiens, vous venez, ils font l'accueil, les salam alaikum, etc. Après, ils vont passer aux échanges. Et ensuite, il y a la clôture. Ouais. Si je devais peut-être parler comme le langage, utiliser le langage de la restauration, je dis, c'est l'entrée, plat de résistance et dessert. Ouais. Et c'est très important donc de retenir ces 3 aspects. Je sais quand même que les phalènes vont bien quand même retenir. Alors, monsieur De Jean, vous appuyer de candidature. Donc, les premiers instants sont importants. Les premiers instants importants. Premier regard, il y a première des parole, coupures, hein? premier geste. C'est très important. Il y a des coupures, hein? Oui, il y a des coupures. Est-ce que tu peux reprendre avec l'accueil et la prise de contact? Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, bah, allez-y. OK. Donc, je disais que euh, la première impression, c'est important. Et les psychologues appellent ça l'effet de primauté. C'est-à-dire que votre première impression peut vous sauver même lorsque vous ratez la deuxième étape et la troisième étape. Tout comme votre première impression peut tout gâter, même lorsque vous développez des choses extrêmement importantes dans la deuxième étape et la troisième étape. Donc, vous n'aurez qu'une seule occasion de vous faire une première bonne impression. Et ça, je pense que c'est une citation qui est très connue pour dire que la première impression, ça compte. Alors, quand je parle d'accueil, de la phase d'accueil, voilà un peu les aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a la courtoisie. La campagne de courtoisie, c'est je vous en prie, merci, ah bon, ces petits trucs-là, c'est important, la familiarité.
Au lieu de venir concentrer, on vous dit bonjour, Yohana Alpolar, robot. Ouais, ça c'est important. Le regard, c'est important. Le contact oculaire, un entretien, la personne qui vous adresse la parole, il faut regarder la personne les yeux dans les yeux. Et quand la personne vous parle et que vous regardez à gauche, à droite, en haut ou bien en bas, c'est mauvais pour nous les psychologues. Le petit sourire, c'est important. C'est que le petit sourire, ça montre l'ouverture. Je suis prêt à collaborer. Je vous accepte. C'est ça la signification. L'écoute, c'est très important parce que la communication, c'est parler et écouter. Parler 50%, écouter 50%. Mais quand tu parles à 75% ou bien à 90% et tu n'écoutes que 10%, ça veut dire que tu as une mauvaise qualité. Et vous allez voir des candidats quelquefois dans le jury, c'est comme si c'est eux qui dirigent l'entretien. Ils veulent poser des questions, ils veulent parler, ils ne donnent même pas l'opportunité au jury de poser des questions. Donc ça, c'est très mauvais et il faut éviter ça. La posture, c'est très important. Comment tu te tiens en position assise? La tête, les épaules, les bras, les jambes, il faut surveiller ça. La voix, c'est important la voix. Parce que quelquefois, vous allez voir des candidats qui commencent à dire, oh monsieur, on n'entend rien, toi aussi, parle comme un homme. Quand on te dit ça, 50% en tout cas de vos chances sont diminuées parce que tu es déstabilisé. Et il faut travailler la voix. Il y en a qui ont l'habitude de parler trop bas, mais il faut travailler cette voix. On ne vous demande pas également de crier sur les gens. Le c'est important. Les candidats qui vont lâcher, c'est tellement violent que rien qu'à travers les mots, on a des aspects sur votre personnalité. Ouais, donc il y a ce qu'on appelle aussi la simplicité. Donc la confiance en soi, c'est bien, mais aussi l'humilité, je pense que c'est important. Donc, et sur ces aspects, peut-être qu'on va revenir sur ces choses-là. Le recul, c'est extrêmement important et la capacité de recul, aujourd'hui, ça manque à beaucoup de personnes. Dès que le recul d'amona. Ouais, tu viens en entretien et on te dit, eh mais monsieur, qu'est-ce que tu penses peut-être des douaniers ou bien qu'est-ce que tu penses des inspecteurs des impôts? Ah non, non, c'est des corrompus, ces gens-là, ils ont volé tout. Ah bon? Est-ce que tu as des preuves par rapport à ça? Je n'ai pas de preuves. Parce que toi, euh, tu écoutes l'opinion publique et sur la base de l'opinion, tu développes des choses. Il faut prendre du recul, c'est très important parce que dans la composition des jurys, il peut arriver que tu dises des choses qui vont concerner un corps qui est représenté et la personne qui est représentée va te dire, ah bon, c'est à moi qui suis dans le corps, je n'étais pas au courant, explique-moi. Et là, tu es coincé. Donc, les premières, l'entrée, c'est important, la prise de contact est importante et ces aspects-là, il faut prendre en compte ça au niveau, donc, de l'entretien. Donc, ce point-là, je ne vais pas tout me concentrer là-dessus, on va y revenir. Alors, le deuxième élément, c'est les échanges maintenant sur le sujet. Vous aurez à parler de vous en termes d'activité, d'études, compétences, savoir-faire, savoir-être, de projets professionnels, de salaire. Ça, c'est les échanges sur des sujets. Et en général, les échanges sont déclenchés à travers des questions. Il y en a 4 catégories. Il y a les questions sur votre motivation et votre objectif pour le job. Il y a des questions sur vos études, formation, vos parcours. Il y a des questions sur votre expérience, ce que tu as déjà fait, c'est important. Il y a des questions sur votre personnalité, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quelles sont tes valeurs. Il y a des questions sur votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Parce qu'il peut arriver qu'ils cherchent un infographe alors qu'ils ont déjà un infographe. S'il y a déjà un infographe et qu'ils veulent un autre infographe, il faut prouver que toi, tu vas apporter le plus. Alors, pour les maintenant questions, la première catégorie de questions, les questions liées à votre motivation et votre objectif. Il y a un principe très simple. Votre motivation ou objectif de On a perdu, hein. tu veux qu'on te recrute. Tu dois... C'est bien, Pardon? bye. Oui, on a perdu au moment. Oui. Les questions de motivation, c'était sur l'objectif. Comment? Oui, on vous a perdu au moment.
depuis l'objectif, là où vous avez parlé de l'objectif, c'est sur le même slide, hein? Ah, ok. Est-ce que c'est maintenant, c'est revenu? Oui, c'est mieux, hein, c'est bon, actuellement, allez-y. Est-ce que c'est revenu? Oui, c'est bon, allez-y. C'est bon? Oui, vas-y, bye, allez-y. Allez, c'est bon. Donc, je disais que catégorie de questions qui portent sur votre motivation et votre objectif, le principe est simple. Il est là. Votre motivation de carrière doit être posée. C'est-à-dire que ce que tu expliques toi comme motivation doit avoir une cohérence avec le métier que tu vas exercer dans l'entreprise. Et la règle d'or, c'est quoi? Montrez toujours de la cohérence dans vos initiatives et démarches. N'inventez rien. Parce qu'il y a des gens qui vont inventer des choses et quand tu mens à l'entretien, ils ont expérimenté, ils peuvent le savoir. Et ils peuvent te pour te prouver que tu mens et on sait que tu mens. Et le fait de mentir et de reconnaître que tu as menti, et ça montre qu'il y a des valeurs qui te manquent en termes d'honnêteté qui sont très importants dans le cadre. Et là, donc, vous avez des exemples. Hein. À chaque fois que je mets vert, ça veut dire que c'est une réponse acceptable quand je mets. Regardez ce cadre-là, on lui demande pourquoi voulez-vous vous rejoindre dans cette entreprise? La réponse, ben, le métier d'enseignant me passionne depuis longtemps et en particulier depuis que j'ai suivi les cours de Madame X. Sa pédagogie et le nombre d'élèves qu'elle a aidé à réussir, à commencer par moi-même, m'ont fait aimer vraiment ce métier. Et ouais, et ça, c'est une réponse. Et regardez cette personne-là, quand on lui demande qu'est-ce qui te plaisait dans votre ancien emploi, il dit, bon, je n'aimais pas la structure très hiérarchique de l'entreprise avec beaucoup trop d'ordre à recevoir. Ouais. Et ça, c'est une mauvaise réponse. Et vous allez voir que, ah bon, donc lui, il veut travailler dans une entreprise où il a la liberté totale. Ouais, c'est ouais, comment il interprète. Alors que la bonne réponse aurait été, j'aurais apprécié un environnement où l'initiative est davantage prisée et l'individu davantage responsabilisé. Vous voyez que ces deux idées, ces deux idées sont prêtes, mais elles sont exprimées de manière différente. Le rouge, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, et le vert, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième catégorie de questions, c'est les questions qui portent sur les parcours et les études. Là, c'est important. Le principe, c'est quoi? C'est que les diplômes obtenus des universités fréquentées après le bac ainsi que les recherches ou projets réalisés doivent apparaître dans cette question. Explique-nous un peu ton parcours, cher. Ces choses-là doivent apparaître. Il faut retenir les dates, il faut retenir les noms des universités, c'est très important. La règle d'or, ne mentez jamais sur votre diplôme ou votre parcours. N'ennuyez pas le jury avec vos histoires à l'élémentaire et au collège, parce que vous allez voir des gens qui veulent prendre 5 minutes pour vous expliquer ce qu'ils ont fait à l'école élémentaire avec Madame Camara, qui, c'est pas mental, ils veulent poser. Et ça, ça ennuie le jury. Donc, ces détails-là, il ne faut pas trop insister là-dessus. Précisez la série et la mention obtenue au bac si c'est à votre faveur. Si vous avez obtenu la mention, bien, vous pouvez parler de la mention, mais si c'est une mention passable, vous n'avez pas besoin de dire ça. Ouais, et ça, c'est de l'intelligence. Donc, il faut vraiment préciser la série. Et là aussi, on a vraiment deux exemples. Le rouge, c'est qu'il a mal répondu. Le vert, c'est qu'il a bien répondu. Donc, on demande au candidat, parlez-nous de vos diplômes. Et il dit, j'ai fait mon parcours scolaire au privé catholique Les Excellences, département d'Oussy, région de Ziguinchor, mon cycle élémentaire à Jean Kanté, département de Ziguinchor, le collège Tété Diédhiou, le lycée Djignabo, ville de Ziguinchor. Après le bac, je suis orienté à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Après, je suis venu à Dakar pour faire une formation en informatique. Voyez. Et regardez la contre-réponse, la réponse que je pense être la meilleure. J'ai obtenu mon BFM en 2012 au collège Tété Diédhiou de Ziguinchor et mon bac en 2015 au lycée Djignabo en série S2 avec la mention assez bien. J'ai été orienté par la suite au département des sciences informatiques où j'ai décroché ma licence. Vous voyez la différence. Donc, les détails, il faut les éviter. Et vous voyez qu'ici, aucunement, il n'a pas parlé de date. On ne sait pas quand est-ce qu'il a obtenu le bac, quand est-ce qu'il a obtenu la licence.
Ouais. Et voilà un peu la différence entre les deux réponses. Les questions qui portent sur votre expérience, j'apporte que l'expérience, c'est ce que tu as déjà fait, quelque part. Que ce soit dans le cadre d'un travail formel, où tu as été recruté, ou bien un travail informel, à travers des associations, des ONG, ou bien voilà, quelque part. Alors, ici, le principe, c'est quoi? Le fil conducteur de votre histoire doit vous mener logiquement au poste pour lequel vous postulez. Et c'est là où vous devez faire maintenant une sélection. Vous devez faire une sélection pour insister sur vos expériences professionnelles qui collent avec le poste que vous demandez. Alors, la règle d'or, c'est quoi? Et passe peu de temps sur les vécus anciens. Pas d'omission dans votre histoire. Ne soyez pas vague, restez factuel. Quand on dit restez factuel, ça dit convoquer les faits. À l'université Cheikh Hamidou Kane, où j'étais responsable de, c'est pas ma projet tel. Et bien là-bas, donc j'avais peut-être l'occasion d'encadrer des jeunes donc, qui avaient obtenu de tel sur la formation, et c'est pas moi, sur Photoshop, sur, c'est pas moi, Illustrator. Et vraiment, et tu insistes, les gens savent que tu sais, parce que les mots que tu donnes, hein, c'est du concret et les gens savent que tu connais pas. Donc, ici, bon, l'illustration, on l'a ici, hein. Donc, par juste à présent, ouais, ici en rouge, ça veut dire que c'est une réponse qui n'est pas acceptable. J'ai commencé ma carrière en 2017 au sein du groupe Sedima. J'ai passé la première année à la direction commerciale et la seconde à la direction marketing. Au bout de ces 2 années, j'ai décidé de m'orienter vers le management. Ça veut dire que, oui, département commercial, tu as fait quoi là-bas? Département marketing pour faire quoi? C'est important quelquefois d'alimenter des petites choses que tu as réalisées et les gens savent que vraiment tu connais le poste. Regardez ici la bonne réponse. J'ai commencé ma carrière en 2017 au sein du groupe Sedima. J'ai passé la première année à la direction commerciale et la seconde à la direction marketing. Cette première année, cette première expérience m'a permis de me sensibiliser aux techniques de vente et à la relation client. Ouais, au bout de ces 2 années, j'ai souhaité évoluer vers un métier me permettant de gérer les équipes de terrain et me suis naturellement orienté vers le management. Ouais. Et ça, on sait quand même que c'est quelqu'un qui connaît le poste, quoi. Il a donné des illustrations et c'est factuel. Alors, l'autre catégorie de questions, les questions qui portent sur votre personnalité. Le principe ici, vos qualités sont celles qu'il faut avoir pour faire ce métier. Et là, il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. La règle d'or, c'est quoi? Vendez-vous. Considérez-vous comme un produit et vendez-vous. Mettez en avant vos qualités individuelles et sociales en illustrant vos propos. Illustrant, ça veut dire qu'il faut donner des exemples. Bon, d'endurance, il faut montrer quelque part dans votre parcours où tu as fait plus d'endurance. Ne faites pas votre examen de conscience en entretien. Donc, tu n'as pas à venir juger là-bas. Non. Il faut jamais faire ça. Ne parlez pas de vos défauts si on ne vous le demande pas. Donc, si on ne vous demande pas de parler de vos défauts, mais parlez de vos qualités. C'est simple. Tout défaut nuancé par maintenant, si on vous demande de parler pour avoir parlé peut-être de ce que tu considères comme un défaut, essaye de montrer que ça peut être une qualité quelque part aussi. Ouais, donc il faut toujours nuancer. Vous avez plus de qualités que de défauts. Ça veut dire que les gens, on leur demande, parlez-moi quelques-unes de vos qualités et quelques-uns de vos défauts. Et vous allez voir que c'est des gens qui vont parler 10 défauts et 2 qualités. Et ça, c'est un signe de manque de confiance en soi. Quand tu as l'opportunité, il faut toujours insister sur ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait. Il faut être un peu timide, un peu moins bavard là-dessus. Un échec révélé doit toujours avoir été surmonté et vous avoir fait progresser. Si par exemple tu as une fois redoublé dans ton parcours à l'université, mais il faut utiliser ce redoublement-là pour montrer que tu es persévérant. Malgré le fait que tu avais redoublé, tu as insisté jusqu'à obtenir le diplôme. Ouais, maintenant, vous allez voir des gens qui ont honte de dire qu'ils ont redoublé. Ne parlez jamais en mal de vos anciens collaborateurs. Et ça, c'est une des erreurs
que beaucoup de personnes qui cherchent un emploi font. Bon, ils vont venir diaboliser leur ancien chef, leur ancien collaborateur, pensant que c'est comme ça qu'ils vont convaincre le génie. Non, parce que quand tu diabolises ton ancien employeur, lui aussi, il va se dire, mais celui-là, le jour il va me quitter, c'est ce qu'il va raconter aussi sur moi. Ouais, et ça, c'est des habitudes qu'on a dans la société. Et les jurys, les psychologues, en tout cas, sont très regardants sur ces aspects. Mettez en avant vos centres d'intérêt extra-professionnels. C'est-à-dire que ce que tu fais au-delà du travail, c'est important. Regarder la télé, c'est pas mal, lire des bouquins, faire des séances de développement personnel, c'est pas mal, faire du reboisement. Ces aspects-là, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est très important parce que ça révèle quelque chose. Alors, donc, les questions sur votre valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas apporter, toi, à l'entreprise si on te recrute. Donc, vous êtes le meilleur pour le poste. Et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir, le principe. Le principe, c'est que tu dois considérer que tu es le meilleur pour le poste. Alors, la règle, c'est quoi? Ne critiquez pas les autres candidats éventuels. Quelquefois, on vous pousse vers ça, mais il ne faut jamais critiquer les autres candidats ou bien les gens qui occupent le même poste actuellement au moment où tu parles dans l'entreprise. Il ne faut jamais les critiquer. N'évoquez pas le facteur chance pour exprimer vos succès, vos échecs ou ceux de vos camarades. Et ça, c'est typiquement sénégalais. Explique-nous comment tu as fait pour arriver jusqu'à cette phase, cette dernière phase. Et tu dis, c'est la chance. Quand tu mets le Dieu dans tout ça, mais les gens vont te dire également, donc, ils vont te poser des questions. Hein. Est-ce que tu penses également que c'est Dieu qui a éliminé les autres candidats? Et si tu dis oui, ah bon, donc tu veux dire que nous, le jury ne sert à rien. Donc c'est Dieu qui fait ce travail quoi, à notre place. Et là, tu es bloqué. Donc il ne faut jamais évoquer ces choses-là, chance, Dieu, marabout, ces choses qu'il faut éviter. Laissez votre Dieu à la maison et évitez de convoquer le surnaturel des explications. Ouais, on m'avait dit, le marabout m'avait dit, j'avais rêvé la nuit. Ces choses-là, il faut les éviter. Ayez déjà une idée de ce que peut vous offrir. Ce qu'on peut vous offrir. Donc, ça, c'est important. Donc, avoir une idée sur ça. Votre proposition doit être légèrement au-dessus de ce que vous accepteriez. Donc, si, par exemple, on vous pose des questions sur le salaire, il faut donner des fourchettes qui vont vous permettre d'avoir une marge de négociation. Si vous voulez 400 000, ben peut-être il faut démarrer avec spécialement à 500 000, quelque chose comme ça. Et si on te dit, tu peux descendre jusqu'à 400 000. Mais si tu veux 300 000, tu peux commencer avec 350 ou 400. Mais si tu veux 200 000, mais si tu veux 200 000 et que tu viens, tu dis, je demande 200 000, et on te dit, ah, mais il faut du mieux, tu dis, non, non, c'est comme ça. C'est pour apprendre à laisser, ça montre que tu es rigide ou quoi. Tu n'es pas flexible et ça, c'est mauvais. Soyez bref et évitez les propos inutiles. Je suis bien entendu flexible. Non, non, non. Donc, il faut être vraiment synthétique et bref. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport aux échanges. Et pour clôturer, donc, nous allons parler de la dernière étape, la clôture d'un entretien. Donc, la dernière impression. Ici, en vert, on avait la première impression. Et ici, en bleu, nous avons ici la dernière impression. C'est très important. Les moments de clôture. La dernière impression que vous avez laissée à votre recruteur aura un impact décisif sur les deux étapes précédentes de la décision finale. Et là, on appelle ça, les psychologues appellent ça l'effet de récence. Ici, j'avais dit que c'était l'effet de primauté. Ici, c'est l'effet de récence. C'est-à-dire que tu peux raconter des histoires, des choses qui ne sont pas solides dans la deuxième phase. Ben, on vous a perdu. Hein. Pour à toutes les excusez-moi du terme. Ok. Ah bon? Oui, on vous a perdu. Allô? Donc, oui, allez-y sur la clôture. Apparemment, il y a le batterie qui fait des Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, bye, allez-y, allez-y. Sur la clôture, oui. Bye, on ne vous reçoit pas. Il me semble que c'est au niveau du bye. Bye, on ne vous reçoit plus, hein. Essence. C'est bon? C'est bon? Voilà, oui, allez-y maintenant. Si sur la clôture, oui. Ok, 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 donc nous sommes. Alors,
Par rapport à la clôture, je voulais partager avec vous quelques la communication verbale et non verbale qui sont essentielles. Il y a ce qu'on appelle le vocabulaire, il y a ce qu'on appelle la présence orale et il y a mais il Ouais, ce n'est plus présence visible, orale. Charles, hein. Est-ce que vous avez un souci par rapport à votre batterie ou écouteur, voilà, parce qu'on ne vous reçoit plus, hein. Ah, ok, donc je vais enlever. Est-ce que vous Allô? pouvez reprendre sur la clôture? Oui. C'est bon? Oui, bah, est-ce que vous pouvez reprendre sur la clôture? C'est ce que j'ai dit hein, pour la clôture. Hein. Oui, Ça veut dire que c'est des aspects liés à la communication verbale et non verbale sur lesquels je voulais particulièrement insister. Donc, j'avais dit que la dernière impression, d'accord. j'ai décidé d'aborder cet aspect-là au moment de la clôture. Alors, Alors, il y a le on a 10 minutes vocabulaire qu'il en faut bas. prendre en On a, considération. pas bien. Vous avez? On a 10 minutes hein, Oui. pour la présentation. Allô? Oui, bah, j'ai dit, il nous reste 10 Ouais, c'est minutes bon, pour c'est la bon, c'est bon. présentation. C'est bon, on va pouvoir le faire. OK. C'est bon, car c'est bon. On va terminer. Donc, nous avons précisé. C'est très important. Alors, pour le vocabulaire, il faut toujours positiver. C'est pourquoi, dans les entretiens, il faut éviter les négations, les affirmations négatives. Je n'aime pas, je n'aime pas. Au lieu de dire je n'aime pas, dites directement ce que tu veux. Parce que quand tu es toujours dans la négation, ouais, il faut toujours des gens qui sont comme ça, quand on le convoque à l'entretien, ils vont aller sur Google, prendre quelques mots compliqués et ils vont glisser ça au moment de l'entretien. Mais tu glisses ça, les experts le dire. Donc, c'est toi-même qui as convoqué. Aussi, c'est très important. Bien se faire comprendre, c'est se faire comprendre de quelqu'un qui n'est pas d'utiliser des termes techniques, mais il ne faut pas en abuser, quoi. Donc, le choix des mots, c'est très important. Ne soyez pas incorrect. Pas de tutoiement. Donc, un jury, il ne faut jamais dire tu. Il faut jamais dire tu. Tu ne connais pas les membres du jury. Donc, je vous remercie. Mais quand tu dis je te remercie, c'est comme si quand même tu connaissais la personne depuis très longtemps. C'est des aspects qu'il ne faut pas négliger, c'est important. Pas d'expression familière, pas de charabia. Donc, les gens, quelquefois, tu vas voir dans certains jurys, les gens vous invitent à faire ça, hein, mais il faut rester correct pour vous concentrer parce que toi, tu es un candidat et eux, peut-être, ils peuvent se permettre d'utiliser certaines expressions. Débarrassez-vous de vos tics, ces petits mots-là de raccord, ces expressions toutes faites qui, qui déstructurent votre argumentaire. Et moi, ces derniers temps, vraiment, le tic qui revient le plus et qui m'énerve à la limite, quelquefois, c'est genre. Hein? Monsieur, est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre parcours? Tu commences, genre, j'ai fait ma formation à l'université virtuelle, genre, option infographie, genre, j'ai travaillé, genre. Et ces choses-là, dans la rue, ça peut passer. Mais en entretien, il faut se comporter comme un professionnel. Et il faut les travailler. L'authenticité, répondez de façon claire, précise, soyez sincère. Parce que quand vous mentez, vous êtes déjà mal à l'aise et ça se reflète sur votre posture. Donc, il faut être authentique. Hein. Le recul, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut toujours relativiser, surtout par rapport aux opinions politiques, religieuses ou régionalistes. Quelquefois, tu peux venir, les gens te provoquent et te posent des questions, hein, et ils te demandent. Et, et donc, j'ai vu un bracelet là, ça veut dire que tu es un pastéfien. Ouais, ils veulent vraiment voir ta capacité de recul. Et tu dis oui, ah bon, donc tu as dit que ceux qui sont là, ils n'ont rien fait.
manque de recul. Il faut toujours relativiser. Ou bien on te dit, ah, tu es mouride ou tu es diable. Ouais, qu'est-ce que tu penses des, c'est pas moi, des ébats? Tu as le foulard là. Et ça veut dire que les filles qui ne portent pas de foulard, qu'est-ce que tu penses de ces filles? Il faut toujours du recul, de la pondération. C'est très important. Alors, pour la présence orale maintenant, il faut respirer. Et ça, c'est une des clés de la gestion du stress, surtout de la communication. Avant d'ouvrir la bouche, il faut respirer à fond. Et tu parles et tu respires en même temps. Mais à chaque fois que tu bloques la respiration, tu es en train d'appuyer sur le bouton de stress. Parler sans précipitation. Parce que quand tu butes sur des mots, tu as du mal à prononcer un mot. Ça veut dire que tu te précipites. Donc, respirez et prenez ton temps. Oui. Parlez plutôt fort que bas. Là, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand on te dit, monsieur, on ne vous entend pas, ça veut dire que tu as perdu des points. Écoutez avec patience la capacité d'écoute. N'ayez pas un ton monocorde. Ça veut dire que quand tu parles, on doit sentir vraiment des montées, des descentes et des pauses. Mais tu ne peux pas dire, Babacar, je voulais. Ouais. Et ça, parce que Babacar, excusez-moi, je voudrais. Et ça, on vraiment sent que tu es en train d'articuler, tu es en train de développer. Le choix des exemples et des images, c'est très important. Parce que quelquefois, tu vois des gens qui donnent des arguments, mais qui utilisent des illustrations, des exemples qui sont mauvais. Donc, le choix des exemples, c'est très important. Quand bon, est-ce que tu peux donner un exemple? Il ne faut jamais négliger le choix des exemples. Ne soyez pas milieu. Ça veut dire que tu n'es pas là à dire que du bien sur l'entreprise. Parce que quand tu as un comportement comme ça, les gens disent que celui-là, c'est un flatteur. Il ne me connaît pas, mais il ne dit que du bien sur moi. Tu n'es pas obligé d'être comme ça. Soyez enthousiaste, ça veut dire que quand on regarde votre visage, on doit sentir que tu es content, que tu es fier d'être là en train de faire un entretien et non pas que tu es pressé de quitter le banc. Il faut être enthousiaste. Dégager du plaisir, de la joie de vivre, c'est important. Usez d'humour, mais n'en abusez pas. L'humour, c'est la capacité à faire rire les gens. Quelquefois, quand on te taquine en tant qu'alpulaar et que lui, c'est un serrère, mais tu as le droit aussi, quelquefois, de glisser un petit truc au serrère. Et les gens vont dire, ah, mais ce petit serrère-là, il se défend, hein? Ouais, mais il ne faut pas en négliger. Mais quand on te taquine en tant qu'alpulaar et tu es comme ça, comme un robot, tu n'ouvres même pas la bouche, tu ne souris pas, tu n'as rien. Ça, il faut éviter ça. Remercier l'interlocuteur de vous avoir reçu, c'est très important. Quand on dit, monsieur, l'entretien est terminé, il ne faut pas se lever comme ça. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est des aspects, c'est important. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de préciser une question. Donc, si on pose une question qui est floue, tu as le droit de demander aux membres du jury de reposer la question. De manière très intelligente, quand on te pose également une question qui est trop serrée, que tu ne maîtrises pas, il y a des gens qui utilisent ces tactiques. Ils vont dire, est-ce que tu peux reprendre la question? Mais maintenant, le temps que le jury donc, reprenne la question, toi, tu as le temps de réfléchir sur une petite réponse. Ouais, ça, c'est des tactiques. Quoi. Ne négligez jamais une question. C'est-à-dire qu'on te pose une question trop simple. Par exemple, on te dit, quelle est la devise du Sénégal? Et tu te mets à rire. Ça veut dire que tu sous-estimes la question. Un peuple, un but, une fois. On te dit, quelle est la devise du Sénégal? Tu te mets à rire. Ça veut dire que tu minimises la question, tu minimises la personne qui a posé la question. Et je termine vraiment avec ce qu'on appelle la présence physique. La présence physique. Vous venez à l'entretien, regardez cette dame-là. On dirait qu'il va dans un mariage et il faut vraiment éviter ces aspects-là. Soyez énergique et calme. Et ça se sent quand tu serres la main. C'est un pour vous mettre en colère. Mais il ne faut pas donner l'occasion à ces gens-là donc de découvrir votre incapacité à maîtriser et à gérer l'émotion et la colère. Souriez aux besoins, c'est très important. Tenez-vous droit et maintenez votre tête droite. Et ça, regardez ce comportement-là. C'est le comportement, c'est des habitudes qu'on a développées depuis l'école, au lycée.
Mais quand on est professionnel, on ne doit pas se tenir comme ça face à un jury d'entretien. Gardez vos mains sur la table autant que possible. Et ça, c'est une marque de transparence. Ça veut dire que tu n'as rien à cacher. Mais quand tu caches tes mains derrière la chaise, les bancs, etc., et ça montre que peut-être que tu n'es pas trop. Et pour terminer, vraiment, Babacar, la conclusion va se résumer en une phrase. Gérez efficacement votre temps. Parce que l'entretien ne dure pas très longtemps. En général, vous n'avez que 10 à 15, voilà, 20 minutes, maximum 30 minutes. C'est à vous de gérer votre temps et de l'utiliser pour dire l'essentiel. Et je termine avec cette citation de Michael Althusser. La mauvaise nouvelle est que le temps passe vite. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le pilote. Et en tant que pilote, vous devez vraiment diriger, mieux utiliser votre temps. Si c'est moi, je vous remercie et j'attends les questions pour mieux développer. Merci.